Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, Bonjour Stéphane, bien bonjour Loïc. parmi nous pour ce huitième webinaire du management du Florent Mansion Institute. Je suis donc accompagné de Stéphane Detray, notre consultant sur les Bouches-du-Rhône, qui se présentera tout à l'heure, qui va jouer le rôle de modérateur. On va parler de comment motiver son équipe aujourd'hui. On va parler de motivation. Tout ça nous vient de notre bouquin, Le Management Epifit. Il est marqué sur le slide également. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies et sur notre site internet, bien évidemment. Eh bien, écoutez, j'espère que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Bonjour Fanny, bonjour Thierry, je vois des gens que je connais, c'est pour ça que je dis bonjour à ceux que je connais. Je ne vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde, hein, je suis désolé. Confirmez que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et si vous avez un problème de son, 10 sur 10 Antonio, parfait. Si vous avez un problème de son, il suffit de cliquer en général sur notre image et le son s'active. Rapidement, le Florent Mansion Institute, pour ceux qui ne nous connaissent pas, cabinet de conseil en ressources humaines, créé en 1976 par Florent Mansion, qui interviendra au prochain webinaire, j'y reviendrai. Je le co-dirige avec mon associé Augustin Valero, qui est intervenu au précédent webinaire. Vous voyez, on travaille tous. Notre métier, nos métiers, le conseil en ressources humaines, recrutement, on est relativement connu sur cet aspect-là, la haute placement, la formation en management, et on fait des formations, puisque ce que vous allez vivre là aujourd'hui, c'est un tout petit bout de formation plus conséquente sur le management. On fait des formations techniques commerciales, des formations en recrutement, notamment des bilans de compétences, des coachings, des CRH. Depuis 44 ans, on a une vingtaine de consultants, dont Stéphane, que je vais inviter à se présenter juste après. Je vous remets la liste des formations en management que nous proposons depuis le 24 mars, hein, depuis le début de cette période extraordinaire. Donc, on est aujourd'hui le 17 avril et il est 11h30, puisque tous nos webinaires se font les mardis et vendredis à 11h30. Le prochain sera donc mardi prochain, 21, sur comment recruter des talents compétences ou potentiels par Florent Mansion, accompagné de Thierry Lefebvre. Stéphane, je crois que c'est à toi de nous expliquer ta vie, ton œuvre, ou presque. Oui, alors très succinctement, hein, comme tu l'as dit, donc je suis le consultant du cabinet Florent Mansion Institut sur le département des Bouches-du-Rhône, consultant depuis maintenant 8 ans. J'ai 51 ans et par ailleurs, je suis le vice-président d'un groupement d'entreprises, le G-Web, groupement d'entreprises Ouest Étendebert, donc situé au pourtour de l'Étendebert, implanté sur la ville de Martigues. Alors, si tu le permets, Loïc, je voudrais juste dire un mot, des précisions quant à mon rôle aujourd'hui. Donc, rôle de modérateur, je suis celui qui reprendra quelques-unes de vos questions. J'insiste sur le mot quelques-unes. Je ne pourrai évidemment pas toutes les reprendre, mais je vous invite, pour la réussite de ce webinaire, à interagir. Donc, interagir, c'est quelqu'un qui pose une question. Je ne peux pas la reprendre, mais si d'autres parmi vous ont des réponses à apporter, qu'ils les apportent. L'interaction sera aussi le succès de ce webinaire aujourd'hui. Et évidemment. Moi, rapidement, pour me présenter, donc je suis associé du cabinet. Ça fait 20 ans que je suis au sein du cabinet. On a fini par le racheter avec mon associé Augustin Valero. Je ne vais pas m'étendre. Vous avez mon email, mon téléphone portable. J'assure le SAV de tous les webinaires, présentations, formations que je fais avec grand plaisir. De toute façon, vous aurez le replay disponible juste après le webinaire et puis dans quelques heures ou au pire dans le week-end ou début de semaine prochaine, on vous enverra un mail avec à la fois le replay et à la fois le support. Donc, vous aurez l'intégralité de ce qui est marqué sur le support. Notre sujet, c'est la motivation. Et la motivation, vous savez qu'en tant que manager, il est plus facile de perdre la motivation que de la garder et que de la gagner. Du coup, vous avez intérêt de la garder. Et pour ça, je vais vous proposer quelques petites informations. Ça reste relativement court, sommaire, mais je pense que ça va vous alimenter et puis alimenter les discussions. La première des choses, c'est de définir la motivation. De quoi on parle? Moi,
l'ensemble des facteurs déterminant le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Donc, déterminer le comportement pour atteindre un objectif. Donc, on comprend bien là la liaison avec l'entreprise et on voit que la motivation a l'impact sur un certain nombre de choses, notamment le fait qu'on ait du succès, le fait que l'on travaille en équipe, le support, le fait qu'on ait de la performance. La motivation va aussi développer le pouvoir d'idéation, la création, l'innovation, va donner une attitude souvent positive aux collaborateurs et puis va nous permettre d'atteindre les objectifs. Voilà, ça c'est la définition de la motivation et donc on comprend tout l'intérêt de la motivation. Vous allez me dire, mais pourquoi motiver nos collaborateurs? À quoi cela sert-il? Ils sont payés pour ça, ils sont payés pour bosser après tout. Oui, mais sauf que sans motivation, pas d'étoile. Alors, je ne suis pas fan de foot, mais le sport a ceci de génial, c'est qu'on peut le transférer assez facilement et compréhensible par tous. Et puis, on a tous été, pour la plupart, ébahis par la première Coupe du Monde en 98. Le 12 juillet 98, ceux qui étaient présents devant leur télé avaient tous les yeux qui ont brillé ce jour-là, même footeux ou pas footeux. Et puis, on a recommencé, on a remis le couvert en 2018. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et nous, on a formalisé ça sous une petite formule. Vous reconnaissez le petit clin d'œil à notre ami Einstein, le P égale CM3, pour expliquer comment une équipe va gagner, une équipe de foot, mais aussi une équipe de collaborateurs, votre équipe de collaborateurs. P, c'est la performance, parce que le but du jeu, c'est quand même d'être performant. Et pour que votre collaborateur ou vos collaborateurs soient performants, il faut qu'ils soient compétents. Donc, il faut qu'ils activent des compétences. Et pour activer ces compétences, on va avoir besoin de 3 M, les fameux 3 M au cube dont on parle. Le premier, c'est effectivement la motivation. Si vos collaborateurs ne sont pas motivés, ils n'activeront pas les compétences. Pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient des moyens. Moyens techniques, moyens humains, de l'assistance, des outils, etc. Et le dernier, il vous incombe en tant que manager, puisque le troisième M, c'est le management. Et le management va influencer sur le premier M, la motivation. Et c'est comme ça que je prends l'exemple du bus de 2010, où incompréhension totale, alors que tous les analystes disent l'équipe de foot de France de 2010 est meilleure sur le papier que celle de 98, donc on avait un espoir fou, les gars ne descendent pas du bus. Les gars ne descendent pas du bus. Et a posteriori, tout le monde va dire « Ah, c'est la faute de Domenech, etc. » Alors, c'est pas la faute que de Domenech, il est le manager visible, mais c'est l'ensemble du staff de management qui va pêcher, parce que on peut pas dire ils sont super compétents, les gars qui sont dans le bus. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ils ont tous les moyens qu'il faut. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a un problème de management et un problème, du coup, de motivation. Et ils ne descendent pas du bus. Voilà pourquoi il est important de motiver son équipe, de faire en sorte que ils aient les étoiles sur le maillot, l'envie d'aller chercher ces étoiles sur le maillot pour votre entreprise. Du coup, manager, c'est quoi? C'est aider à bien comprendre les règles du jeu pour mieux les faire respecter. Aider à bien comprendre les règles du jeu pour mieux les faire respecter. Oui, c'est vrai, être manager, c'est ça. C'est écouter, comprendre. C'est être à disposition de vos collaborateurs pour analyser, comprendre ce qui se passe, c'est animer votre équipe, évidemment, et puis c'est déléguer, faire confiance. Je parlais beaucoup de confiance, a priori, a posteriori, le management par la confiance et le contrôle de la bonne réalisation. Mais surtout, il s'agit de motiver son équipe. En tant que manager, manager, c'est motiver son équipe. Alors, je ne peux pas parler de motivation sans parler de Maslow et d'Herzberg. Évidemment, on connaît tous la pyramide de Maslow. Monsieur Abraham Maslow a sorti cette pyramide dans les années 50-60, où il explique que globalement, pour s'accomplir, pour avancer, pour être motivé, il va falloir passer d'une étape à l'autre. Et tant qu'on n'a pas assouvi l'étape précédente, on ne peut pas passer à l'étape suivante. La première, c'est le besoin physiologique, se nourrir. On va le traduire par se nourrir. Le deuxième, c'est le besoin de sécurité, se mettre un toit sur la tête. Et puis, une fois qu'on a assumé ces 2 premiers étages de la fusée qui sont les besoins primaires, on va pouvoir passer aux étapes d'après. Donc, tant que vous n'avez pas assuré ça. Pour vos collaborateurs, c'est très important. Et notamment, il y a un impact très fort, c'est la possibilité pour vous, en tant que manager, de recruter ou de licencier. Puisque là, vous allez impacter sur les 2 premiers besoins. Oui, parce que si vous licenciez quelqu'un, vous touchez potentiellement à sa faculté de se nourrir et de nourrir sa famille et à sa capacité à se payer un loyer et ce genre de choses.
Une fois qu'on a assouvi ces deux premiers besoins, on va pouvoir passer au suivant, le besoin d'appartenance, donc d'être dans un groupe social. Et puis, une fois qu'on est dans un groupe, on va passer au besoin d'estime ou de reconnaissance. Et enfin, on va passer au besoin de s'accomplir. Un peu l'idée du sage. Mais vous voyez qu'on ne peut pas passer d'une étape à l'autre, on ne peut pas passer de 1 à 5 directement. Herzberg a transformé ça un petit peu différemment. Lui, il a dit en termes de management, il y a des facteurs d'hygiène et des facteurs de motivation. Et là où beaucoup d'entreprises croient que, par exemple, le salaire, c'est un facteur de motivation, lui, il dit non, c'est un facteur d'hygiène. Ben oui, parce que tout travail mérite salaire. Alors oui, on peut le faire plus ou moins gros, etc. Les conditions de travail, facteur d'hygiène. Donc, c'est indispensable. C'est pas un sujet de motivation. C'est pas ça qui va vous motiver. Pareil, la politique de l'entreprise, la sécurité de l'emploi, pour nos amis fonctionnaires, tout le monde croit que c'est la motivation principale d'un fonctionnaire à faire ce qu'il fait. Pas du tout, que nenni. Responsable, les relations interpersonnelles, le statut, ce genre de choses, facteur d'hygiène. Et après, il a dit, ben voilà, ce qui est du domaine de la motivation, c'est quoi? C'est le travail en lui-même, c'est le sens de mon travail, c'est les promotions, le fait de pouvoir évoluer. Alors, évoluer vers le haut ou évoluer sur le côté, peu importe, mais évoluer. Les responsabilités, la fameuse reconnaissance, et on va y revenir, la progression, promotion, progression, en tout cas, le fait d'évoluer dans son job. Et enfin, l'accomplissement, avoir le sentiment d'accomplissement. On le voit en ce moment avec tous ces salariés que l'on remercie chaleureusement, très fortement, tous les Français qui sont dans ce webinaire et autres, des personnels de santé, des personnels du transport, de l'alimentaire, de la fonction publique, bref, tous les gens qui travaillent à notre sécurité, notre santé, on peut tous leur dire merci. Croyez-moi, je pense que ce n'est pas les conditions de travail, ce n'est pas le salaire qui les fait travailler, c'est tout autre chose, c'est le sentiment d'accomplissement, c'est les responsabilités, etc., etc. Et on le voit dans ces moments-là. On le voit dans ces moments-là. Du coup, le secret du bon manager, c'est d'adapter son comportement et ses messages au moteur de l'autre. Il faut donc découvrir son moteur individuel. Et oui, je vous ai mis Dark Vador et je vous ai mis les clones. J'espère que vous avez tous compris que vos collaborateurs n'étaient pas des clones. En tout cas, vous ne devez pas les traiter, vous ne pouvez pas les traiter en tant que clones parce que chaque personne a un moteur et des motivations différentes et on va le discuter. Donc, ne soyez pas le Dark Vador avec ces clones parce que ça ne va pas marcher. C'est vraiment du moteur individuel. Les principaux types de motivation, justement, et comment les détecter. Donc, le premier, c'est le souci de réussite sociale. C'est important. Alors, je dis premier, je ne les ai pas classés dans l'ordre. Dans l'ordre des choses, je ne l'ai pas classé. Le souci de réussite sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un certain nombre de collaborateurs ont le sentiment, le besoin vis-à-vis de l'extérieur d'avoir réussi vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs amis. Être dans tel ou tel métier, c'est important. Si votre collaborateur est là-dessus, il va falloir que vous le sachiez. Évidemment, un certain nombre vont vouloir gagner plus d'argent. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. D'autres sont sur le besoin de reconnaissance de la valeur, de sa valeur personnelle. Et ça, les nouveaux, les jeunes, les millennials, comme on les appelle, la fameuse génération Z, est très branchée là-dessus. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes à l'entreprise parce que les entreprises ne sont pas très câblées sur ce sujet-là. Elles croient qu'en donnant un peu plus de primes et ceci, ça va aider. Ce n'est plus le cas sur ces nouvelles générations et eux, ils sont très sont beaucoup sur la reconnaissance. Le désir de sauver la face, ça rejoint un peu la réussite sociale. Ensuite, le besoin d'achèvement, d'avoir terminé, accompli quelque chose. Le besoin de capitalisation, on le voit bien avec la réforme de la formation professionnelle. Les gens se prennent en main sur capitaliser, veulent se former pour eux-mêmes et plus uniquement pour leur entreprise aussi, mais pas que. Le sentiment de compétence, j'ai envie de montrer et d'avoir de la compétence au sein de mon entreprise, et puis le goût des responsabilités. Donc, vous voyez déjà pas mal de sujets sur lesquels vous avez intérêt à évoluer. Alors, j'ai une question qui m'amuse de Christine. Et vous, Loïc, quelle est votre motivation? Alors, les motivations, elles sont diverses, elles peuvent évoluer. Je dirais qu'en ce moment, je suis plutôt dans le besoin d'achèvement, de capitalisation, un peu de réussite, un peu de gagner d'argent aussi, vous voyez, donc il y a un peu de tout, mais je dirais qu'achèvement et capitalisation, comme ça, personnellement. Donc, c'est bien aussi, merci Christine, effectivement, c'est bien aussi de se situer en tant que manager par rapport à tout le monde.
Alors, c'est pas simple, hein, il faut faire un travail, il faut être honnête envers soi-même et on est rarement très, très honnête envers soi-même. Donc, c'est un vrai travail de prise de recul. Oui, Stéphane, je te vois apparaître, le génie Stéphane. Oui, non, mais j'allais reprendre la question de Christine, justement, qui t'interpellait sur la motivation. Donc, tu m'as précédé, donc c'est parfait. Bon, et les tiennes alors, Stéphane, j'en profite, je rebondis du coup. Sur mes motivations? Ouais, sur cette petite classification, qu'est-ce que tu vas en ce moment, sur quoi tu penses être? Bah, disons que, alors, en tout cas pas sur le désir de gagner plus d'argent, et je dirais dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin celui qui vit et sa seule motivation est de gagner plus d'argent, il est peut-être dans un contexte un peu difficile, mais sur le sentiment de compétence et le besoin de reconnaissance de sa valeur, je trouve que voilà, c'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver facilement. D'accord, ok. Allez, je continue. Une autre façon de découvrir les motivations de vos collaborateurs, c'est d'utiliser, alors une technique qui est très utilisée, très connue par les commerciaux. Dans toutes les écoles de commerce, on enseigne le fameux son-casse, qui est une technique qui permet de découvrir, en phase de découverte client, prospect, quels sont les leviers de motivation de votre client. Alors, on peut appliquer la même chose. Alors, nous, on l'a transformé en SCRAP. C'est un petit acronyme pour se souvenir. SCRAP, ça veut dire sécurité, confort, rentabilité, apparence et performance. Où se situent vos collaborateurs là-dedans? Dans quels besoins ils vont se situer? Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ça évolue en permanence et c'est pas figé dans le temps. Même s'il y a des grandes notion récurrente chez vos collaborateurs, chez tout être humain. Il y a quelque chose de constant, mais les choses évoluent. Vous avez vu ma réponse à Christine tout à l'heure. Donc, une autre technique, utiliser Scrap. Et puis, une autre façon d'identifier aussi les motivations, alors c'est pas exhaustif, voilà, chacun doit travailler. Tout ça, c'est pour vous faire travailler sur comment je sais le fonctionnement de l'autre et donc comment je vais chercher à identifier le moteur de l'autre. Et en tant que manager, mon souci doit être là en permanence. Par exemple, ici, on a une classification qui est le chercheur d'or court après les primes. Alors, avec un avantage, c'est qu'il ne compte pas ses heures, mais un inconvénient, c'est qu'il est mercenaire potentiellement. Donc, si vous avez un collaborateur comme ça, vous savez comment le manager. Et si vous avez compris ça, vous allez voir que c'est le plus simple. Si vous avez un ambitieux, il exige des perspectives claires. Alors, l'avantage, c'est qu'il est hyperactif. L'inconvénient, c'est qu'il est exigeant. Donc, à vous de vous adapter. Le compétiteur, il lui faut des défis pour avancer. Il adore la nouveauté. Par contre, il déteste la routine. Donc, n'allez pas mettre un compétiteur dans un job toujours routinier, toujours le même, etc. L'équilibriste a besoin de flexibilité pour s'épanouir. L'avantage, c'est qu'il est plutôt équilibré. On sent, c'est quelqu'un qui est congruent, qui est à l'aise, on le voit, c'est plutôt la personne bonhomme. L'inconvénient, c'est qu'il n'aime pas trop le changement. Et puis enfin, l'affectif, il carbure à la reconnaissance. L'avantage, c'est le relationnel avec l'équipe. L'inconvénient, il est peu orienté objectif. Alors là, je vais reprendre une analogie pour l'affectif dans le foot et je vais reprendre 98. Certains vont dire, oui, que tu vieillis, probablement, mais comme tout le monde, un peu chaque jour. Il y a au dire de toute l'équipe 98, un collaborateur, un footballeur qui n'a pas beaucoup servi sur le terrain et pourtant toute l'équipe unanimement et le coach aussi on dit ce gars-là, s'il n'était pas là, on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Ce monsieur, c'est le sieur Karambeu. Karambeu n'a pas beaucoup joué sur le terrain, mais par contre, il paraît-il qu'il avait un côté affectif et il avait un relationnel avec l'équipe qui le permettait au coach et à l'équipe de se motiver et d'avancer. Donc, vous voyez que toutes les types de motivation, tous les types de collaborateurs sont intéressants. La mixité est super utile. Maintenant, il faut savoir identifier pour que vous puissiez bien amener les bonnes choses aux bonnes personnes. Du coup, ça va me faire penser à vos postures. On va arriver sur les postures et j'essaye d'aller vite comme ça. Je vois que vous avez plein de questions. On pourra revenir sur toutes les questions. Tu veux peut-être qu'on fasse une pause, Stéphane? Je vois apparaître. Oui, j'aurais peut-être une question là, si tu veux bien, de Lucie, qui me dit comment motiver ou remotiver ses collaborateurs après la crise que nous vivons actuellement. C'est vrai que
On parlait de la pyramide de Maslow tout à l'heure. Il y a quelques fondements de la pyramide de Maslow qui ont été un peu ébranlés avec des gens qui sont en chômage partiel, qui ont des soucis de boucler les fins de mois, etc. Donc voilà, je trouvais que, alors ça fera peut-être écho à un prochain webinar qui est planifié. Tu nous en diras peut-être deux mots, mais je trouvais la question intéressante sur la remotivation de ces collaborateurs qui reprendront a priori le travail à partir du 11. Oui, on le souhaite tous, hein, qu'on reprenne tous le travail. Alors, certains font du télétravail, etc. Alors, il y a deux questions dans la question de Lucie. Il y a la motivation à distance. C'est pas simple et il faut garder le contact et il faut travailler avec vos équipes, voir. Ce genre de moment permet aussi de révéler aussi les choses et pour vous, en tant que manager, d'identifier les moteurs de vos collaborateurs parce que c'est dans les cas de crise qu'on voit véritablement un peu la nature des gens qui se révèlent un petit peu plus, qui s'exacerbent, pas facile à dire. Et donc, il faut garder la motivation, les remotiver. Bien évidemment, je pense qu'on l'a vu, les Français, mais le monde entier n'attend qu'une chose, c'est de retravailler, réavancer et donc remotiver. Pour moi, la question, elle est évidente. Je pense qu'en responsabilisant, avec cette autonomie, et même s'il y a eu des inquiétudes sur la pyramide de Maslow, voilà pourquoi le gouvernement a très vite réagi et là-dessus, ils ont plutôt été très bons de dire on va payer le chômage. Alors, c'est vrai que les collaborateurs ont perdu une petite part, mais qui, malgré tout, par rapport à ce que ça aurait pu être, est quand même un amortissage très faible, hein, puisqu'on parle de 80% de salaire maintenu en général dans ces cas-là. Donc, sur les aspects rémunération, on fait le job. Et après, les collaborateurs, je trouve que la plupart des collaborateurs avec lesquels je discute, avec les managers avec lesquels je discute actuellement, ont qu'une envie, c'est de sauver leurs entreprises, de faire travailler leurs entreprises, de trouver les moyens, les innovations, les idées pour faire avancer leurs entreprises. Donc, je ne m'affole pas trop sur la remotivation dans ce cadre-là. Je pense qu'il y a un esprit de tort qui est en train de se mettre en place. J'espère avoir à peu près répondu à la question, Stéphane. Parfait. Bon. Jean-Jacques Chéry, il me semble que c'était plus Vincent Candela que Christian Carambeu. Ah, peut-être, mais vous voyez que mes notions footballistiques sont un peu limitées et je laisserai les spécialistes du foot répondre à la question entre Carambeu et Vincent Candela, sans aucune difficulté. Du coup, quelles sont les postures managériales qui favorisent la motivation? La première, c'est effectivement l'équité, sévère mais juste. Sévère mais juste. Ne pas hésiter à être tranchant, à être sévère dans une équipe, mais il va falloir être juste. Et c'est ça la difficulté. Et je sais que beaucoup de managers me disent, Loïc, pour moi, ça c'est très difficile que de trouver le bon cadre de la justesse de prise de décision. Parce qu'en plus, il y a la justesse de la décision, il y a l'équité, mais il y a la perception de l'équité par les collaborateurs. Et ça, c'est encore plus difficile à manager. Donc, soyez très sensibles, très humble. Effectivement, j'ai Peggy qui soulève, j'aime aussi l'humilité pour un manager. Je suis d'accord, l'humilité, être humble, c'est très important, et notamment sur la notion d'équité. J'aime bien mon petit dessin avec le bonhomme qui porte l'arche pour ses collaborateurs. Le bonhomme en rouge, évidemment, c'est vous, le manager. Hein. Vous êtes là pour aider les collaborateurs. Vous êtes là pour aider. L'autre point, c'est la reconnaissance. J'en ai déjà parlé, effectivement, beaucoup de difficultés managériales viennent de la reconnaissance, viennent de la non-reconnaissance de la part et notamment de la perception, encore une fois, de la non-reconnaissance. Et la reconnaissance, elle est individuelle. Un collaborateur va avoir le sentiment d'être reconnu parce qu'il a un moteur sur l'aspect rémunération. Un autre va travailler sur les projets, etc., etc. Donc, il va falloir que vous soyez très sensible à tout ça. L'exemplarité, bien évidemment, en tant que manager, vous devez être exemplaire. C'est pas forcément d'être là le premier, partir le dernier, etc. Ça fait partie, mais c'est pas indispensable. Mais être exemplaire, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et pas déroger de cette règle-là. La transparence, bien évidemment, la confiance. Et là, la confiance, je vais m'attarder 5 minutes. La confiance, a priori. La confiance, a priori, c'est pas, notamment quand on recrute quelqu'un, ça commence là. Quand j'entends des managers qui me disent, ah bah oui, mais on va lui faire un plan de carrière, on va le rémunérer d'abord un peu bas, on va négocier bas, et puis on augmentera. Mais pourquoi faire ça? Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en l'autre, en fait.
Mais si vous n'avez pas confiance en lui, n'attendez pas qu'il ait confiance en vous et donc qu'il donne le meilleur de lui-même. Ça commence par là, la confiance. Ça commence sur la confiance a priori. A priori, ça veut dire sur quelqu'un que je ne connais pas forcément ou que je ne connais pas bien. N'ayez pas de confiance a posteriori. C'est très dangereux dans le management. Les règles du jeu à créer, à respecter, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, l'équité, s'il n'y a pas de règles du jeu, ça va être difficile de le faire. Ça commence par là et il faut que ce soit clair et transparent et écrit et que vous, en tant que manager, il y a la règle aussi. La ligne rouge ne doit jamais être franchie. Vous voyez, ma cravate, on ne doit pas franchir la ligne rouge. Quelles sont les lignes? Et c'est à vous de les définir. Même ça peut être défini collectivement par la disponibilité. Oui, bien sûr, votre rôle de manager, et là, je vais faire une petite incartade sur la notion de manager expert, manager pro. Souvent, les managers me disent « Ouais, mais moi, je suis aussi opérationnel. » Souvent, on a mis le meilleur commercial en tant que directeur commercial. Super. Et en même temps, on lui dit, au fait, tu gardes tes clients et puis tu vas devenir le super commercial du coin. Donc, tu vas faire key account manager. Donc, tu vas gérer les gros clients. Et puis, au fait, accessoirement, tu vas piloter l'équipe. Bon, comme tu es bon, tu vas savoir faire tout ça. Mais non, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va manquer de temps, de disponibilité. C'est pas de temps physique qui va manquer, parce que pour tout le monde, 24 heures, c'est 24 heures. Le temps, j'ai fait un webinaire sur le management du temps, je ne vais pas y revenir. Le temps est le même pour tout le monde. Par contre, il va manquer du temps disponible de cerveau, d'implication vis-à-vis de ses collaborateurs et donc de disponibilité. Et ça, c'est un vrai drame pour les managers qui sont dans cette posture. Si vous êtes dans cette posture à la fois de manager des équipes et d'être un opérationnel de votre métier, vous allez avoir un problème à partir du moment où vous allez avoir une équipe trop grande. Le ratio, c'est 1/10 en management direct. Donc, si vous êtes manager et que vous avez 10 collaborateurs en dessous de vous, techniquement, vous devriez ne faire que ça. Techniquement, vous ne devriez ne faire que ça. Ce n'est pas si simple, je le sais, mais ça, c'est l'idéal pour manager et bien manager. L'avant, alors je ne sais jamais comment on dit, le point suivant, c'est la réactivité. Oui, il ne faut pas laisser pourrir une situation avec un collaborateur. L'antépénultième, je crois que Christine ne me contredira pas sur ce terme, c'est le terme épiphyte et en lien avec notre livre Le Management Épiphyte. Épiphyte veut dire faire grandir ses collaborateurs pour mieux grandir soi-même. Donc, avoir l'envie de faire grandir les collaborateurs, vraiment, nous, on trouve détestable ce côté petit chef qui va recruter ou qui va manager des gens le moins bon finalement. On ne cherche pas le meilleur, on cherche le moins pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une peur, c'est de se faire bouffer et de se faire piquer sa place. Si vous êtes dans ça, vous ne favoriserez pas la motivation. La motivation, si votre collaborateur, vous lui montrez qu'il peut se développer, il pourra peut-être prendre votre job un jour ou faire autre chose dans l'entreprise. Quand je vois des entreprises qui bloquent, des managers qui bloquent des carrières de collaborateurs de valeur, qui veulent évoluer dans l'entreprise sur d'autres postes, non, reste là. Reste là parce que toi, tu es bon sur ce poste-là. Ça me fout des boutons, moi. Il faut enlever ça. Vous devriez former ces petits chefs, Loïc. Oui, merci, Cathy. Je demande à leurs chefs, à eux, de nous appeler pour faire les formations, bien évidemment. Et ensuite, le dernier point, c'est l'enthousiasme. Évidemment, sans enthousiasme, si vous ne portez pas le drapeau, si vous ne donnez pas de l'envie, et que vous arrivez tous les matins un petit peu la tête baissée, que vous fermez votre bureau et bon, ça ne donne pas envie et donc ça ne motive pas votre équipe. Hein. Alors, je ne dis pas d'être dans un enthousiasme exacerbé, les anglo-saxons et notamment les Américains sont « youhou ». Bon, c'est peut-être pas l'attitude française, mais entre l'attitude américaine qui est très enthousiaste et l'attitude française qui est parfois un peu râleur, pessimiste, il y a peut-être un juste dosage à avoir. Hein, et donc, donner de l'envie aux autres. 15 conseils pour, évidemment, j'espère que pour ceux qui les ont déjà vus, vous avez compris qu'il y avait un peu d'humour et beaucoup d'humour derrière tout ça, beaucoup de prise de recul à avoir, et pourtant, ne saluez jamais vos collaborateurs ni le matin ni le soir, faites la gueule, vous allez voir, ça va bien se passer.
N'expliquez jamais les raisons de vos décisions. Vos collaborateurs doivent obéir. Ne les gratifiez jamais d'éloges. Après tout, ils sont payés pour ça. Ne les invitez jamais à prendre un café avec vous. Pas de pro, pas de… etc. Quand vous devez j'en suis au 5e, quand vous devez leur reprocher quelque chose, dites-le devant tout le monde pour qu'ils aient bien honte. Ne répondez pas à leur mail ou alors avec un retard significatif. 7. Quand vous êtes de mauvaise humeur, faites-le savoir par votre mine renfrognée et vos coups de gueule. N'organisez jamais de réunion car il s'agit de perte de temps. Le précédent webinaire, c'était sur l'animation de réunion. Effectivement, je l'avais fait, Carole, qui réagit sur le 1er avril, je l'avais lancé en vidéo sur le 1er avril. N'organisez jamais de réunion. Il ne s'agit pas d'être dans la réunionnite aiguë, mais de trouver de faire des réunions pertinentes et efficaces. Et puis, si vous faites une réunion, hein, notre bon conseil, parlez évidemment. Hein, c'est comme ça qu'ils vont progresser. 9, puisque j'avais laissé les 8 premiers, 9, ne leur fournissez pas les derniers outils. 10, dites ce qu'il faut faire et ne faites pas ce que vous dites. 11, refusez de conseiller les collaborateurs qu'ils demandent. Ce n'est pas votre job, c'est à eux de trouver les solutions. 12, n'ayez pas d'empathie vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas à vous de vous mettre à leur place. 13, réservez les tâches faciles à vos favoris et inutiles d'avantager les autres. Demandez-leur. 14, des comptes rendus, mais surtout ne les exploitez pas. Et enfin, 15, faites des promesses, mais surtout abstenez-vous de les tenir. Vous aurez compris qu'on s'amuse, mais que ce sont aussi notre expérience qui nous a montré qu'un certain nombre de managers fonctionnent. Alors, pas sur tous, hein, j'espère que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui fait tout ça, sinon c'est catastrophique, mais chacun en tant que manager, on a tous des fois eu des travers, et on a peut-être versé un peu là-dedans. Il ne faut pas trop, parce qu'un seul de ces conseils peut démotiver un collaborateur. Un seul de ces conseils peut démotiver un collaborateur. Donc, c'est catastrophique, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, je commençais sur le fait que il est plus facile de perdre la confiance que de la gagner. Et donc, votre job, c'est de la garder. Et votre job, c'est de la garder. Je vois que plusieurs disent, effectivement, j'ai connu un qui était là-dessus, etc. Mais oui, on en a tous connu. Attention, je ne jette pas la pierre parce que il y en a 15, il y en a certainement d'autres, des conseils. Je pense que de temps en temps aussi, ça nous arrive à tous d'être là-dedans. Donc, il faut juste être vigilant, savoir que ça existe. En guise de conclusion, puisqu'on avait dit que j'allais faire une demi-heure et après on reviendrait sur les questions, en guise de conclusion, je vais vous raconter l'histoire que vous connaissez certainement tous sur les bâtisseurs de cathédrales. En 1163, le roi décide de réaliser de grands travaux à Paris. Il choisit de se rendre directement lui-même sur un de ces lieux au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. En arrivant sur place, il aperçoit 3 tailleurs de pierre, très concentrés sur leur travail, sans micro, sans télé évidemment, sans réseaux sociaux, donc un peu de discrétion. Il s'adresse au premier. « Que faites-vous, mon brave ?» lui demande-t-il. « Ça ne se voit pas », lui répond le tailleur de pierre. « Je taille une pierre », répond l'homme d'un ton un peu bourru. Le roi se tourne alors vers le deuxième tailleur de pierre. « Et vous, pouvez-vous me dire ce que vous faites ? Moi, monseigneur, je travaille ici pour nourrir toute ma famille. » À ce moment, le roi observe le troisième tailleur de pierre, resté un peu en retrait de l'échange et toujours concentré sur la taille de ses pierres. Prudemment, le roi s'avance et lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Arrêtant de frapper la pierre, le tailleur se redresse et regarde fièrement le roi. « Moi, monseigneur, je bâtis une cathédrale. » Eh bien, j'espère que dans ces moments, en plus, j'ai pris cette histoire parce qu'on est en pleine on est en train de rebâtir cette fameuse cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je vous souhaite d'être un manager qui va permettre à vos collaborateurs de dire qu'ils vont bâtir des cathédrales. Et vous pouvez aider vos collaborateurs à avoir le sentiment de bâtir des cathédrales dans tous vos métiers, dans toutes vos entreprises, dans toutes vos structures, même si les 2 autres tailleurs de pierre sont importants et utiles à l'équipe. Parce que le premier, c'est la fourmi besogneuse, c'est le travailleur concentré, mais qui y met peut-être un peu moins d'âme. Le deuxième, il est important parce que lui, il travaille parce qu'il a nécessité de travailler, il a besoin de travailler. Donc, c'est important. Mais si vous trouvez moyen d'amener vos collaborateurs à répondre à vos clients qu'ils bâtissent des cathédrales avec vous,
croyez-moi que vous allez emporter les foules et que vous allez dépasser largement vos objectifs et que vos collaborateurs seront ravis de le faire. J'en ai terminé. Je vois que mon génie Stéphane revient Oui, avec tout à fait. une question. Absolument. Non, alors j'ai simplement constaté qu'il y avait beaucoup de termes qui revenaient avec récurrence, comme congruence, bienveillance, associer les paroles aux actes pour être un bon manager, et une difficulté aussi qui revient a priori sur le distinguo entre être manager dans une grosse structure et une petite structure, où on laisse entendre que dans les petites structures, on aurait un peu moins de possibilités d'évolution, donc peut-être des choses un peu plus compliquées à mettre en place pour motiver le personnel quand on ne peut pas leur promettre de promotion, de postes un peu différents, etc. Voilà. Donc, alors, je vais revenir sur effectivement les mots-clés que tu as cités, congruence, oui. bienveillance, évidemment. Oui. La congruence, être raccord avec soi-même, entre ses actes et ses paroles, le faire ce que je dis, dire ce que je fais, c'est fondamental. Vous allez perdre la confiance de quelqu'un et d'un collaborateur ou de toute votre équipe si vous n'êtes pas là-dedans. Donc, mesurez les paroles que vous dites très clairement. Ne dites pas n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux. Parce que vos collaborateurs retiennent ce que vous dites. Et même si vous avez l'impression de faire plein de discours, plein de choses, le collaborateur, il va retenir. Il va le retenir une fois, il va le retenir deux fois, et à la troisième, il ne va pas vous rater, soit directement, soit indirectement. Et c'est le collaborateur qui va revenir vers vous en disant « Oui, mais il y a un mois, tu as dit que… » Vous, il y a un mois, dans une réunion, vous avez dit un truc, vous n'en souvenez pas. Donc, faites très attention à ce que vous dites parce que la congruence va vous revenir comme un boomerang. La bienveillance, bien évidemment. Alors, je me méfie de la bienveillance. Et la bienveillance, on fera un webinaire avec Marie-Laure Levenvaux. Je crois que c'est le 28 avril de mémoire. Le 28, oui, c'est ça, le 28. Le 28. Oui. Sur la bienveillance en management, utopie ou réalité. Oui, parce que ce terme-là a été bien maltraité. Et dans l'entreprise, on a cru que c'était d'un seul coup le monde des bisounours. Alors, c'est pas du tout notre objet, parce que nous, on parle de satisfaction des salariés au service de la performance de l'entreprise. N'oublions pas qu'à un moment donné, tout ça est aussi fait pour que l'entreprise soit performante, mais pas en tapant sur les collaborateurs, tout ça avec une certaine forme de bienveillance. Donc, voilà la terminologie. Pour ce qui est de l'opposition grandes entreprises, petites entreprises, je ne suis pas fan de dire oui, mais nous, dans les petites entreprises, c'est pas si simple, c'est compliqué. Et dans les grandes, croyez-moi, dans les grandes, c'est aussi compliqué d'être manager parce qu'il y a beaucoup de strates, parce que quand on peut pas forcément tout piloter, tout maîtriser, parce qu'on est loin du bon Dieu et qu'il y a des règles qui sont parfois très strictes dans les grandes entreprises. Donc, croire que dans les grandes entreprises, oui, il y a la notion de carrière, mais vous avez vu que ce n'était pas l'essentiel de la motivation. Et donc, dans la PME, même dans la TPE, il y a plein d'autres facteurs de levier de motivation qui vont faire avancer vos collaborateurs de manière bien plus grande. Regardez les startups. On a des gens ultra soudés, ultra motivés parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une bienveillance, parce qu'il y a une congruence, parce que le patron est avec l'équipe, les managers sont avec l'équipe, et pourtant, ils sont tout petits. Et puis, il y a des très grandes entreprises dans lesquelles ça ne marche pas du tout. Je vais prendre une entreprise dans laquelle il y a eu quand même des sacrés problèmes de management. C'est Orange, France Télécom, au moment de la bascule avec ses suicides. On sait que c'est des problèmes de management qui étaient derrière tout ça. Mais parce qu'on était dans une structure un peu abrutissante, un peu lourde, et donc les managers étaient verrouillés. Voilà. Et donc, on ne parlait pas du tout de ces notions de bienveillance, de congruence, de motivation, d'équité, de performance, etc. Et donc, effectivement. Donc, moi, j'aime pas l'opposition parce que chaque structure a capacité à motiver les collaborateurs. Je crois que c'est surtout du domaine du manager, c'est surtout du domaine personnel, des dirigeants, bien évidemment, mais également du manager en lui-même. Et c'est pas parce que vous êtes, et je vais répondre à des questions, des anticipations de questions, j'ai
que j'ai souvent, où on me dit, mais Loïc, moi, si mon chef, il est pas dans le management bienveillant, dans le management épifite, comment je peux faire pour faire ça et comment je peux faire pour motiver? Mais c'est pareil, c'est aussi dans votre attitude à vous en tant que manager, et vous allez faire comprendre à votre manager, à votre propre manager, que votre équipe performe parce que vous êtes bienveillant, parce que vous avez mis de la motivation derrière tout ça et que vous faites avancer votre équipe. Et vous allez voir que d'un seul coup, votre manager aussi va se poser des questions. Et c'est par votre exemplarité aussi vis-à-vis de votre manager que lui va se poser des questions. Lui va se poser des questions. Peut-être d'autres questions, Stéphane, parce que je vois que ça défile. Oui, non, non, alors ce qui est revenu assez régulièrement, c'est comment motiver les jeunes générations Z, Y, Z maintenant, qui sont un petit peu plus difficiles a priori à motiver en entreprise. Oui, alors, oui, parce que le modèle de l'entreprise tel qu'on l'a connu, eux, ils y croient plus. On pourrait discourir sur nos amis millennials et Z. En gros, les millennials et les Z, c'est le retour du carpe diem allié au no future. Alors, je m'explique, le carpe diem, vous connaissez tous, on vit l'instant présent avec le sourire, donc ils ont la banane, ces jeunes. Malgré tout, ils sont lucides sur le fait que l'économie va pas bien, et là, malheureusement, on le voit tous, hein, ils n'ont pas tout à fait tort. On vient de se prendre une crise comme on n'en a jamais pris. On en avait pris une en 2008. Je vous rappelle que les millennials n'étaient pas arrivés sur le marché du travail en 2008 et qu'ils venaient d'entendre parler de leurs parents d'une crise catastrophique économiquement parlant. Donc, eux, ça les a beaucoup peinés. La deuxième, c'est la crise écologique, où on dit partout qu'on est en train de bousiller la planète, etc. Donc, forcément, ils sont dans le no future, ces jeunes-là. Ils se disent, bah, à quoi bon? Et donc, le grand mot de tout ça, c'est souvent l'entreprise capitalistique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et certains ont commencé à bouger. On a vu apparaître les notions de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, vraiment, et pas que du RSE washing, comme on dit, hein, dans les milieux d'affaires. C'est-à-dire que, oui, on va chercher la certification RSE, mais concrètement, personne n'y croit. C'est pas dans les fondements de l'entreprise. Et ça se voit aujourd'hui. Donc, si vous ne faites pas bien, c'est un peu comme Bifidus Actif, pour ceux qui connaissaient cette pub. Ce qui se fait bien à l'intérieur se voit à l'extérieur et vice-versa. Dans vos entreprises, si vous voulez que les jeunes soient motivés par le job, votre entreprise, il faut que vous fassiez bien les choses. Et puis, l'autre point, c'est d'accepter en tant que manager que il va falloir les travailler, les motiver par projet en fonction de qui ils sont. Individuels et donc travailler avec eux. Et c'est pas grave s'ils vous quittent. Ce qui est important, c'est que la fonction soit pérennisée. À un moment donné, vous avez fait un bout de chemin avec ces jeunes. Vous allez les motiver pendant un certain temps. Et puis après, ils vont passer à autre chose. Et c'est parfait. Donc ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Stéphane? Là, Non, j'étais en train de justement parcourir les dernières questions. Et il y a surtout, je voudrais revenir sur la précision qu'a apporté Frédéric. Alors, je sais pas, pardon, hein, Frédéric, si on dit Stel ou Style, je sais pas, qui nous donne des précisions sur la définition de bienveillance. Et voilà, je vous invite à lire le commentaire. Voilà, il revient sur l'étymologie du terme et je pense que c'est bon de tous s'y replonger pour bien comprendre que la vigilance, c'est exercer une bonne vigilance et pas être gentil benoîtement, quoi. Exactement. Une bonne question de Thierry Marc du MEDEF Hérault. Bonjour Thierry, merci pour ta présence, tes relais assidus sur les réseaux sociaux. Entretenir sa marque employeur égale motivation. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que je disais avec la RSE en fait. Hein. Une entreprise qui fait bien les choses, qui montre qu'elle les fait bien, qui les communique, ça va contribuer à la motivation des collaborateurs et également des candidats à postuler. Donc, c'est du tout gagnant, en fait. Hein. Et donc, le côté vivre heureux, vivons cachés. Faites attention, oui, ça peut, mais vous avez intérêt à faire en sorte que que les collaborateurs, au moins, aient le sentiment que vous fassiez bien les choses. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui hein, dans le monde dans lequel on vit. Quoi. Les gens ont envie de travailler dans des entreprises où on fait bien, on fait du bien, on fait avancer les choses. La marque employeur, Loïc, la marque employeur mériterait un webinar. C'est vraiment quelque chose
de très très important et y compris pour faire venir les bons candidats dans son entreprise. Ouais, tout à fait, tout à fait. Hein, on pourrait faire quelque chose. J'ai une question de Philippe Mille. Le mode de gestion d'entreprise libérée est-il l'aboutissement de la motivation au travail? Alors, je ne suis pas fan absolu de cette histoire d'entreprise libérée parce que ça a été très galvaudé. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'entreprise libérée, il y a eu un effet de mode. Ça ne s'adapte pas à tous. C'est un long chemin que de libérer une entreprise. Et c'est pas en lisant quelques livres, et de la même manière que ce n'est pas en lisant nos quelques livres que vous allez devenir un super manager épiphyte. Il faut se former, il faut travailler, il faut prendre du recul, etc. C'est pas en lisant les 250 et quelques pages de notre livre Comment recruter des talents, qui sera l'objet de notre webinaire suivant mardi à 11h30 par Florian mentionne et Thierry Lefebvre, un petit peu de pub au passage, que vous deviendrez un super recruteur. Ce que je dis là, c'est que c'est pas parce que je vous donne un pinceau que vous allez devenir Van Gogh, c'est pas parce que je vous donne un stylo que vous allez devenir Pulitzer, et donc c'est pas parce que je vous donne 3 recettes magiques que vous allez devenir un super manager. Non, ça se travaille. Et donc la notion d'entreprise libérée, l'accomplissement de la motivation au travail, je sais pas. Je sais pas parce que tout le monde n'est pas prêt. Si vous libérez 2 jours au lendemain, tous les collaborateurs ne seront pas disponibles à l'instant. On a un petit peu de bruit autour de nous, ce genre de choses. Donc, voilà. Et je vais rebondir sur la question de Philippe pour aller sur la notion de freelancer, d'auto-entrepreneur, ce genre de choses. De la même manière, on m'a dit, oui, l'accomplissement, c'est de ne plus être salarié dans l'entreprise. Je ne sais pas non plus, parce que ça impose d'autres choses, d'autres points. Je ne suis pas sûr que ce soit l'aboutissement de ne plus avoir de manager. À mon sens, ce n'est pas tout à fait vrai. Être indépendant ou libéré ne libère pas. On peut être dans une relation manager-manager avec bienveillance, avec pertinence, avec intérêt commun, avec une recherche de performance. Pour cela, il faut que le manager soit formé et ait toutes les qualités dont j'ai parlé tout à l'heure et soit vigilant là-dessus, et que le manager en ait le sentiment, en soit convaincu que le manager le fait avec pertinence, bienveillance, ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est pas si simple en fait. C'est vraiment pas si simple. Alors, j'ai vu un peu plus tôt pendant le webinaire une question concernant les tests des 4 couleurs qui permet de mieux connaître ses collaborateurs et peut-être du coup, in fine, de peut-être mieux manager puisque a priori on manage mieux une équipe quand on la connaît bien. Oui, et je rajouterais même se connaître soi-même. Hein. Le premier des points, c'est d'abord être conscient que c'est bien de faire tous les tests qu'on veut. Alors, oui, le test des couleurs, nous, on utilise des tas de tests au sein du cabinet. On a des tests de personnalité, des tests de management, des tests d'équipe, ce genre de choses. Ça nous donne un éclairage. C'est comme tous les petits outils que je vous ai montrés tout à l'heure sur le Scrap, sur les principaux types de motivation, sur les typologies de collaborateurs. Je vous en donnais plusieurs, mais il en existe plein. À la limite, peu importe la méthode que vous utilisez, ce qu'il faut ressortir là-dessus, c'est il faut que vous soyez vigilant en permanence sur qui sont mes collaborateurs, comment ils fonctionnent, et qui je suis et comment je fonctionne moi. Et c'est tout ce travail-là, et c'est pour ça que je dis que être manager, c'est un job à part entière en fait, parce que en permanence, je dois être là-dessus, à me poser des questions, parce qu'en plus, ce qui est génial avec la matière humaine, c'est que ça bouge. Vous évoluez en fonction du contexte personnel et professionnel, et vos collaborateurs, individuellement et collectivement, bougent en fonction du contexte. Et donc, effectivement, il faut passer son temps à affiner, trouver, détecter, ne pas rester dans l'absolu. Alors, Stéphane Detray, il est dans l'argent, et Loïc Douillère, il est dans le besoin de reconnaissance. Et puis, une fois pour toutes, c'est bon, j'ai fait un test il y a 10 ans et c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est au quotidien, c'est un travail à remettre tous les jours sur le. J'ai perdu le mot, Stéphane, mais c'est pas grave, vous avez tous compris ce dont je voulais parler. Aide à comprendre est-ce que le test. Oui, voilà, je crois que j'ai répondu sur les différents tests. Oui, sur les tests, oui. Alors, peut-on parvenir, j'aime bien cette question-là, hop, c'est Christophe Inigo, peut-on parvenir à motiver des salariés qui n'arrivent pas ou ne possèdent pas la même vision que sa société? Alors, oui, il faut trouver les leviers.
il faut trouver les leviers. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là ou cette personne-là, excusez-moi, cette personne-là vient travailler chez vous? Est-ce que parce qu'il a besoin de manger, tout simplement, et c'est un boulot alimentaire, et c'est quelque chose de tout à fait vouable, hein, de vouloir travailler pour gagner un salaire. Évidemment, vous ne pourrez pas, c'est le fantasme de tous, que d'avoir des bâtisseurs de cathédrales. Évidemment, on aimerait avoir que des bâtisseurs de cathédrales. Mais on ne peut pas avoir que ça dans ces équipes. Donc, il va falloir composer, et puis l'être humain, il est ce qu'il est. Donc, c'est à vous de trouver, Christophe, les facteurs de motivation. Après, évidemment, si, par exemple, je ne sais pas quelle est l'activité, mais si vous êtes dans une activité pétrolière et que votre collaborateur a au fond de lui, il est écologiste, ça va être compliqué quand même. Hein, ça va quand même être compliqué. Hein, parce qu'a priori, le pétrole, c'est pas très green. Donc, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi de la remise en cause. Et dans ces cas-là, je vais vous dire que si il y a une trop grande distorsion, et moi, j'ose le dire, faut pas avoir peur de se séparer d'un collaborateur. On n'est pas raccord, on n'avance pas ensemble. Faut pas avoir peur et d'en parler avec le collaborateur. On n'est pas raccord sur les valeurs, cher ami. Bon, déjà, vous auriez dû vous poser la question au départ. C'est au moment du recrutement qu'il faut se poser ces questions-là, des valeurs, on en parle beaucoup, hein, des valeurs des collaborateurs et ce genre de choses. Mais bon, si vous arrivez et que vous prenez une équipe, ça arrive aussi pour des managers qui, eux, sont recrutés, arrivent dans une équipe et l'équipe, elle est dans l'état où elle est. Ben, il va falloir identifier les différents leviers, les différents facteurs des uns des autres. Après, on peut pas amener tout le monde dans tout. Il y a certains collaborateurs qui, dogmatiquement parlant, n'avanceront pas avec les autres. Mais ça, et dans certaines structures, c'est compliqué. Je le sais. Mais globalement, il y a de quoi faire. Loïc, j'ai peut-être une dernière question de Philippe. Alors, Philippe Mille, je pense, qui nous fait part d'une statistique émanant de la CPME qui tendrait à dire que 75% des élèves des écoles de commerce souhaitent, in fine, travailler plutôt dans les petites et moyennes entreprises, plus d'autonomie, de liberté, etc. Et la question inhérente à tout ça, c'est est-ce que c'est pas la fin du vieux type de management et je rajouterais moi plutôt, est-ce que c'est pas une opportunité finalement de remise en question des méthodes managériales d'antan, si je peux dire. Bien sûr, et cette période extraordinaire que nous vivons le montre, l'exacerbe encore plus parce que les managers à l'ancienne, comme on dirait, l'ultra-contrôle, les horaires de présence, etc., ça a volé en éclats en l'espace d'un discours présidentiel où d'un seul coup, tout le monde a découvert qu'il allait falloir manager à distance et comment je fais ça et comment je gère ça. Alors, on a tous eu un moment de flottement hein, et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, depuis 15 jours, se sont remises en route, retravaillent. Nous, on le voit, on a de nouveau des demandes de mission, de prestations, de formation, de recrutement. Même dans cette période, encore ce matin, j'ai une cliente qui m'a confirmé qu'il fallait recruter. Même si elle sait qu'elle ne peut pas embaucher avant le 11, voire début juin. Mais c'est pas grave, il faut y aller. Donc, on sent bien que cette période-là a exacerbé ça. Il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer, que effectivement les jeunes sortis des écoles de commerce, mais des écoles tout court, sont nourris de ces nouvelles théories hein, depuis pas mal d'années maintenant, ont aussi l'accès à l'information de manière beaucoup plus grande, avec notamment ces webinaires. Hein. Aujourd'hui, si on est 400 ou 500 inscrits à des webinaires comme le nôtre aujourd'hui, c'est pas par hasard en fait. C'est que les managers, les collaborateurs que vous êtes ont l'accès à l'information et donc on peut plus manager comme on manageait hier avec simplement des livres. Bien sûr, les livres c'est important, mais tout le monde a accès à l'information et donc les collaborateurs se forment, évoluent, avancent et veulent travailler différemment. Et donc l'autonomie, la responsabilisation, clairement avec le Covid-19, d'un seul coup, il a fallu qu'on responsabilise et on soit confiant a priori que les collaborateurs. Moi, j'ai entendu au début du confinement des managers qui me disaient ah, mais ils vont pas bosser. Ils vont pas bosser là, ils vont aller en télétravail. Tu penses bien, Loïc, que les mecs, ils vont aller jardiner dans leur piscine ou bricoler dans leur appartement, ou s'occuper de leurs enfants et regarder des séries télé, mais ils vont jamais bosser. Et en fait, aujourd'hui, les mêmes managers sont super surpris de voir que les mêmes collaborateurs dont ils doutaient eux-mêmes sont à leur poste de travail des fois avant eux,
le matin, sont ultra réactifs dans la gestion des mails, dans l'appel d'un client au téléphone, dans trouver des solutions, etc. Ils sont débrouillards. Et voilà, et moi je trouve ça génial. En fait, je trouve que c'est une opportunité géniale d'avancer encore plus vite. De toute façon, on le sait, hein, les crises, les moments graves, la guerre. Hier soir, je regardais le film de 1917. On voit que dans les moments de crise, de guerre, etc., on fait des bons. On fait des bons dans l'innovation et le management n'y échappe pas. On fait des bons managériaux, d'innovation managériale. Et je pense que le Covid-19, avec la mise à échelle massive en télétravail de collaborateurs, montre aux entreprises que c'est possible, que les gens sont responsables, sont autonomes, sont bienveillants, travaillent et qu'on n'a pas besoin d'être forcément tous les jours en train de pointer, etc. Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas de badgeuse, etc. Mais posons-nous les bonnes questions en fait. Hein, et je pense que les collaborateurs sont attentifs de ça. Donc moi, je suis super content de cette pas de cette crise, hein, bien évidemment, mais de l'évolution que ça va prendre et de la tournure que ça va prendre et de l'opportunité que ça crée. Nous, on était prêts parce que dans notre métier, on travaille déjà à distance avec du télétravail, du webinar, des choses comme ça, et des entretiens en visio, mais plein d'entreprises ont découvert ça et des entreprises qui pensaient que c'était totalement impossible, en fait. Hein. Et aujourd'hui, ces mêmes entreprises sont ébahies, impressionnées. Ce que j'espère, c'est que on chasse pas le naturel trop vite, quoi, hein, et qu'on revienne pas dans des habitudes de contrôle, ce genre de choses. Je crois que Alain nous dit très bon webinaire, bravo à tous les deux. Je crois qu'il est 12h25, Stéphane, je pense qu'il est l'heure largement, on a tout à fait bien discouru. Pensez à vous inscrire au suivant. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous nous suivent et donc effectivement vous avez plein de webinaires disponibles. Le prochain, comment recruter des talents, par Florent mentionne, et Thierry Lefebvre. Inscrivez-vous, il y a déjà beaucoup de monde inscrit, mais il y a de la place. On peut pousser les murs dans notre outil de webinaire qui est Livestorm, donc c'est super. Est-ce que tu peux, Loïc, juste confirmer que les participants auront le PowerPoint? Oui, bien sûr. Vous aurez tous le PowerPoint. Laissez-moi la journée ou début de semaine prochaine, je ne sais pas encore quand je vais l'avoir. Je vous mettrai le replay sur notre chaîne YouTube Florian Mention Institut. Vous avez tous les replays de tous les webinaires. Et donc, voilà. Merci à tous. Bon appétit. Merci à tous. Et bon week-end, puisque nous sommes vendredi. Bon week-end à tout le monde et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.